Je vous introduis simplement l'axe de la journée, nos différents panélistes pour que Alissa puisse s'installer rapidement. Et je vais vous demander de faire silence, s'il vous plaît. Je ne veux pas faire la maîtresse d'école. Merci. Voilà. Alors, que reste-t-il de ce qui n'est plus? Le panel d'aujourd'hui, c'est le panel sur le premier panel. Ah non, j'ai oublié de vous lire l'axe de la journée, pardon. Donc, je commence par le commencement. Pardon, je ne suis pas une bonne élève. Alors, je fais ça. Parfait. Alors, la ville, comment l'habitons-nous? Depuis Dakar, la question du sentiment d'appartenance à un lieu se pose inévitablement en relation avec la ville et la manière dont les individus l'appréhendent, la vivent et l'habitent. Elle met en lumière l'impact réciproque de la ville sur les modes de vie et de la société, sur sa ville et les responsabilités de mémoire, de transmission et de préservation. Pour construire leur quotidien, les résidents qui interagissent avec leur environnement bâti et social mettent en place des stratégies adaptatives afin de faire face aux défis de l'urbanisation croissante des mégalopoles africaines. En mettant l'accent sur les initiatives qui travaillent pour le développement urbain, dans la conscience de la durabilité environnementale, dans un esprit de citoyenneté et un souci de cohésion sociale et de la qualité de vie. Cela implique d'explorer des perspectives critiques envers les politiques publiques et de planification urbaine inclusive, résiliente et harmonieuse pour bâtir un futur respectueux du bien commun. Donc, comment repenser les villes en préservant le lien social? Comment les personnes se pensent-elles exister? Ou s'acclimatent-elles dans une ville métamorphosante tenant en compte les impacts de leur présence sur le patrimoine commun? On va avoir pour ça deux conversations. La conversation de ce matin, elle est modérée par notre chère Alissa Bari. Le panel, le premier, s'intitule « Que reste-t-il de ce qui n'est plus ?» Promis, vous allez avoir vos programmes avant l'heure du déjeuner. Ça arrive tout de suite. Mais sinon, c'est dans le groupe WhatsApp. Donc, le thème. Le patrimoine, dans sa version élargie, est défini comme l'ensemble des biens hérités des ascendants ou réunis et conservés pour être transmis aux descendants. Il renvoie à l'idée de mémoire, de permanence et de transmission à travers le temps. De ce que l'on peut toucher ou non, de ce que l'on voit ou non, de ce qui est ou n'est plus. À l'échelle de la ville, le patrimoine s'exprime dans la matérialité de l'architecture et des infrastructures urbaines, mais aussi dans l'invisible. Ce sont ses savoir-faire, vivre et être pratiqués et perpétués par les citadins dignes qui font la ville, l'habitent ou la pratiquent. Ce sont ces éléments de la nature qui rendent la ville viable, alors que nous assistons souvent, impuissants, impuissantes, à la destruction croissante du patrimoine matériel architectural de nos villes. L'esprit et l'âme de ces villes subsistent malgré tout. Ils sont dans la vie, les bruits, les odeurs, les souvenirs de ce qui est ou a été. Qu'est-ce qui fait finalement la ville d'aujourd'hui? Où se situe la frontière entre le matériel et l'immatériel, entre ce qui subsiste et ce qui n'est plus? On va discuter de toutes ces questions avec Ernesto Oroza, artiste visuel et designer et chercheur qui nous vient de Cuba, Carole Diop, architecte, professeure au CUAD et l'IPP à Dakar, membre de l'Ordre des architectes et fondatrice de la revue Africada, avec Sename Kofi Abodjinou, architecte et anthropologue, et ce panel est modéré par notre chère Alissa, merci Alissa, qui est architecte et urbaniste sénégalaise, spécialiste du patrimoine culturel. Je ne vais pas m'étendre plus, je t'invite à prendre place, et tes intervenants aussi. Merci Alissa. Bonjour à tous, je m'appelle Alissa, comme l'a dit Fatima tout à l'heure. Je suis très heureuse et très émue d'être ici pour présenter ce panel sur un sujet qui m'est tellement cher, le sujet de la ville. Et surtout sur la façon dont on l'habite, la façon dont on l'occupe, la façon dont on la pratique. Et essayer de comprendre ce qui fait cette ville avec ce qui est et ce qui n'est plus. Justement, je trouve très intéressant d'avoir ces chers panélistes avec moi pour discuter de cette question, parce qu'ils sont architectes ou designers et donc ont par définition à cœur de travailler l'objet, ce qui est matériel, que ce soit l'architecture ou l'objet artistique, et d'aller au-delà à travers ce panel en essayant de comprendre ce qui, au-delà de l'aspect matériel, fait la ville. Fatima l'a dit, c'est aussi ce qui est invisible, ce qu'on ne voit pas, ce qu'on ne touche pas, ce qui n'est plus. C'est aussi tout ça qui fait la ville.
et essayer de comprendre aussi qui est-ce qui fait la ville. Qu'est-ce qui fait le patrimoine de la ville? C'est vraiment les objectifs de cette discussion aujourd'hui. Et je voulais commencer par citer un texte de Felwinsar, justement, dans ce livre qui a été publié récemment par Carole et Xavier Ricou, donc le livre qui s'appelle Dakar, métamorphose d'une capitale, et qui dit, dans ce texte qui s'appelle Rêver les villes africaines de Felwinsar, j'ai souvent pensé la ville moins comme une superstructure, ce qu'elle est, que comme le lieu d'une production de sens, dont les significations nous informent sur notre réalité sociale, politique et imaginaire. Et il dit plus loin, une ville est un projet d'édification d'une cité idéale. C'est ce dont on va discuter finalement aujourd'hui. Donc la ville, que ce soit la ville de Dakar qui nous accueille aujourd'hui et qui est chère à Carole, la ville de La Havane à Cuba avec Ernesto, ou la ville africaine dans sa globalité avec Senamé. Je ne vais pas présenter plus que ça les panélistes parce que Fatima l'a déjà fait. Alors on va aller droit au but. Je pense que la ville est avant tout une question de réseau, une question de lien, de relations, de rapports. Et la première question que je vais vous poser à tous les trois, et merci d'être là d'ailleurs, c'est quelle est votre relation personnelle avec la question, la notion de la ville, et comment votre pratique à chacun résonne justement avec cette question-là de la ville. Qui veut commencer? Carole, puisqu'on est à Dakar. J'avais préparé une petite présentation, donc si on peut la voir à l'image, merci. Merci. Donc, cette image qui est projetée, vous l'avez probablement déjà vue. C'est une vue aérienne de Dakar qui a été publiée sur Facebook par l'astronaute Thomas Pesquet. Dakar, c'est une presqu'île qui était autrefois verdoyante et qui est aujourd'hui une métropole macrocéphale dont le paysage est dominé par le béton. Et pardon, excusez-moi. Donc, je disais donc que c'est une presqu'île qui était autrefois verdoyante et qui est aujourd'hui une ville macrocéphale dominée par le béton. On peut passer à la diapositive. Cette ville, elle occupe une place très importante dans ce que je suis et dans mon identité. D'abord parce que j'y suis née et que j'y ai grandi, mais surtout parce que mes ancêtres s'y sont établis il y a maintenant plus de 600 ans et se sont mis sous la protection des habitants invisibles qu'ils ont trouvés sur la presqu'île. Si on peut mettre la diapo suivante, merci. Du coup, cette histoire personnelle, elle m'a poussée à interroger mon héritage, à explorer la culture lébou et à placer les notions de transmission et de patrimoine au cœur de ma pratique d'architecte et de chercheuse. Et au fil des années, j'ai vu la ville évoluer, se transformer, tout en constatant la disparition progressive de son patrimoine architectural, mais pas que. Le patrimoine immatériel tend lui aussi à disparaître. Les khambs, notamment, qui sont les hôtels traditionnels des Lébou, se trouvent de moins en moins dans les maisons et ont été relégués à l'extérieur. Donc, comme vous pouvez voir sur ces images, la pression foncière et l'étalement urbain sont très importants. On voit une image en fait du littoral entre 1999 et 2022 et on voit comment le littoral a été occupé et occupé par des privés. Privant ainsi les Sénégalais et toute la communauté de l'accès à des plages qui auparavant étaient accessibles et gratuites.
Donc, comme je le disais, ce patrimoine, il tend à disparaître. Sur ces images, vous avez deux bâtiments qui, pour moi, sont vraiment importants et témoignent de cette disparition. D'abord, le marché Sandaga, qui a été démoli notamment en 2021, pardon, et la maternité de l'hôpital Le Dantec, démolie en 2022. Donc, face à cette urbanisation mal contrôlée et cette pression immobilière croissante, Dakar doit également aussi faire face à une démographie galopante et à des défis environnementaux. On est à un tournant crucial et la question de la préservation de l'identité de la ville et de son patrimoine devient primordiale. Je me suis donc interrogée et je me pose la question de savoir comment préserver cet héritage unique, comment retisser le lien entre la ville et ses habitants, comment raconter Dakar et sauvegarder sa mémoire dans ce contexte de transformation rapide. Et c'est ce que j'essaye de faire à travers ma pratique. J'ai entamé une pratique de recherche qui a commencé en 2017 avec ma consoeur Zinga Mboup, avec un projet qui s'appelait Dakar Morphose, et qu'on a poursuivi jusqu'aujourd'hui et qui s'est traduit en décembre 2023 par une exposition qui s'est tenue à Euromatériel et qui s'appelait La ville est à nous. Un titre qui nous a été inspiré par deux architectes que sont Annie Jouga et Jean-Charles Tal. Et c'était le nom d'un collectif qu'ils avaient créé pour manifester contre la destruction du marché Carmel, et qui a conduit à la réhabilitation par la reconstruction par la suite de ce marché. Et bien sûr, avec la publication de cet ouvrage coécrit avec Xavier Ricou, qui est une autre inspiration, parce que ça fait 20 ans que Xavier collecte des archives, des photos, et connaît la ville comme personne. Et donc, on s'est lancé dans ce projet. Et le livre vient d'être publié, et vous pouvez vous le procurer ici même. Donc voilà, je pense que ces questions résonnent totalement avec le propos d'introduction de Félouine, et tout ça pour parler de mon attachement à cette ville et de mon rapport très personnel à elle et comment elle fonde aussi bien ma pratique que mon identité. Voilà. Merci beaucoup, Carole. Et toi, Ernesto, quel est ce lien que tu as avec la ville de La Havane et la ville globale en général? First, thank you for the invitation. Sorry, I need to speak in English, in my kind of English. Thank you for the invitation. I'm really happy to be here. And I want to say thank you to Delphine, of course, and Fatma, Fatima, Phil, all the people of the row, but at the same time to Jasmine and Jean-Philippe, because this conversation started maybe some months ago. Then I hope to have in the future a sequence of a friend that I can say thank you to open the door of Dakar for me. I love the city. I'm in love with Dakar. Then I'm a Cuban designer, artist, writer too, and je suis professeur à l'école du design de Saint-Étienne aujourd'hui. And I did a small presentation for the communication today, and I'm calling that Architecture of Necessity is the subject that I'm addressing in Cuba for the last 20 years. As a designer, I finished the School of Design in the moment when my country was suffering a really deep economic crisis because the dissolution of the Soviet Union and all the economic relationship that we have with Russia in this moment and the other socialist country disappeared. Then the life of the Cubans changed radically in one year. Everything changed. And the government don't have any solution to confront the needs of the people. Then even the government start questioning this production. They want to push this conversation, this production that was created by the Cubans to confront the crisis
question of taste. This is bad taste. This is the problem of taste. You don't know how to do it. They was avoiding to talk about needs, about real needs. Then all my practice, all my conversation with the city was growing in this necessity to grow a practice in parallel. People was transforming the house, and I was transforming my own practice to discuss with others, to have new conversation with other people in the city, and to invent new words to call our own production. Then I started doing research about how in my home we was confronting necessity. One day, my mother-in-law arrived to the table. I was sitting every day trying to do drawings to be a kind of a radical designer. I was imagining to be a radical designer that the Italians, Soxas, Brancy, these kind of people. And I was not aware about the reality of my house. My mother-in-law arrived to the table, then I was sitting, and she put a fan in the table. The fan was broken. And Cuban has a special relation with the fan. We need the fan because it's like here, it's 35 degrees every day during all the year. Then the fan was broken, and in some point I felt the necessity to incorporate to the conversation we had and try to repair the fan. And I postponed my own practice as my own dream to be a radical designer, and I understood in this moment that she was doing radical design because she was confronting the real need that we have in the house. Then I started collecting, documenting, talking with my neighbors, with my colleagues around the country, and I travel around a lot. Then I produced a big archive until today, documentation about object of necessity. I start using this term, object of necessity. For me, the object is a diagram that explains the relationship between the needs of the people and the resource that they have, legal, economic, technological resource that they have, and this object in some way explains very well what they are doing. And the objects in the center in this image, for example, in the top of the image, you can see these bottles. This was a kind of a Russian bottle, Soviet bottles. Everybody in Cuba have the same bottles. Then when the economic crisis started, everybody learned together how to use it. And you see how this object became a vector for transmitting local knowledge and to reproduce the artifacts everywhere. In the image, then I start by the objects, but at some point, this object put me in conversation with the house. I understood that the house was at the center of this production. The family was taking care about how to confront the crisis, and the house started suffering transformation. You can see this division in the top, in these two examples, and you can see how this grow in the city. Now you have the different skyline in the city. You can see a new line growing everywhere. Then in the same moment, I tried to make my own objects in this period for my house, my family. Every time I reject, when I write to the idea of the object of necessity, I was in some way paralyzed and the one to produce things that nobody needs in this moment. Then I just designed a few things in this period, like these chairs with a monoblock. It's a chair that I write to Cuba in the 90s a lot, everywhere, and every time was broken. And we start reusing these kind of artifacts to rehabilitate the city. And in some point, I had a long conversation with architects in Havana. They was asking to protect some kind of patrimonial value in the city. But this city that is transformed by Cubans is mainly a city that was designed in the 1930 after the crack of the 29, after the economic crisis of the 29. Then this city was already addressed as ugly in the 30s. You can look, when you look in the newspaper in the period, you can see how much was criticized. Then Cuban learned how to deal with this production, and they transformed the city everywhere. And I decided at some point, having this conversation with them, to cut a big accumulation of slides that I had, and I cut the slide and I replaced the pieces to accelerate the conversation, to use it as a way to express what will happen in the city in the future. I think the city needs to be designed for the people that is living the city today. And this was my conviction all the time. And I think we can move a little bit. And one of the subjects I will be addressing today in this conversation is the notion of the placeholder. It's an object occupating the position of an original object is no more there. Then Cuban was producing many artifacts, provisional artifacts, we can say, to confront the crisis, because they was waiting to have the new one or the good one in some point. But you can see this case is a repair. It's a car repair with the bottle of PET, the diffuser of the light. But for me, the main question today is,
which kind of question these artifacts are doing to us in the moment when they occupy provisionally this position. As a practitioner, which kind of question are doing? Yes, this is it's another placeholder I will address. Thank you, Phil. See. Thank you very much, Ernesto. Sename, quelle est ta relation avec la question de la ville? Merci pour l'invitation. Je ne vais presque pas parler de ville. Je suis désolé, et certainement pas de ma pratique non plus. En fait, j'ai envie de partager avec vous énormément de bêtises, trop pour seulement 10 minutes, mais comme je sais que je serais incroyablement frustré si je n'arrivais pas à en avoir placé une seule, je vais un peu rusher, donc je m'excuse pour la traduction. Donc je vais commencer par la bêtise d'angle, celle par laquelle toutes mes bêtises tiennent. C'est l'hypothèse de la simulation. Vous êtes peut-être familier de l'hypothèse de la simulation. C'est un des grands mythes, une des grandes théories de la Silicon Valley. L'hypothèse de la simulation, c'est ces gens qui, dans la Silicon Valley, sont persuadés que nous sommes dans un jeu vidéo. En réalité, c'est une hypothèse qui tient complètement la route parce que si vous considérez que les nouvelles technologies connaissent une espèce d'exponentielle dans leur capacité, elles vont de plus en plus vite, et que déjà on a du mal à distinguer le vrai du faux, on suppose qu'il y a ce que j'appelle un point d'inflexion, c'est-à-dire qu'on atteindra dans un futur relativement proche un moment où il sera devenu complètement impossible de distinguer la réalité du virtuel. Et donc ce potentiel en futur a une implication directe sur le présent. Ça vous oblige à refaire complètement l'entendement de ce qui est les catégories, les fonctions même de l'exister de maintenant. Ce que je veux dire, c'est qu'on pourrait raisonnablement se demander si nous sommes réellement ici. Est-ce que ce ne serait pas nos descendants, par exemple, dans un futur équipés de je ne sais quel casque de réalité virtuelle, tous endormis, qui joueraient à vivre la vie de leurs ancêtres. Et donc, ce ne serait pas nous, mais on serait nos descendants en train de rêver à 2024. Ou alors, il n'y a que moi qui suis vrai ici, mais je suis dans le futur et je fais une petite expérimentation de 2024, de l'environnement de 2024, et vous êtes tous des agents générés par l'IA, certainement, pour me faire croire que je suis réellement dans une conférence en train de délivrer donc mes bêtises. Là, je vous fais le plus soft parce qu'il y a des versions plus hard de la simulation. Je pourrais être aussi un programme, une IA, qui joue à se tromper, à se croire humain pour un petit moment. Alors, l'hypothèse de la simulation, évidemment, vous oblige à mettre en doute tout, hein, mais ce n'est pas sa plus grande qualité. La plus grande qualité, c'est que, de mon point de vue, elle ensemence de façon extraordinaire la critique de la modernité à laquelle je pense que nous participons tous. Nous allons tous participer ces 4 jours, en lui apportant des éléments un peu de subtilité sur le sujet de qu'est-ce qui a lieu, qu'est-ce qui n'a pas lieu, qu'est-ce qui a son lieu, qu'est-ce qui ne l'a pas, qu'est-ce qui demeure, qu'est-ce qui est complètement perdu, et à la marge aussi nous renseigne sur un certain nombre de choses en lien avec la ville. Mais encore une fois, je ne vais pas aller sur le sujet de la ville. Donc ce que je voudrais expliquer, c'est qu'en réalité, la simulation n'est possible, ou une des possibilités de la simulation, ce serait dans la configuration de ce que j'appelle un artificiel achevé. C'est-à-dire que pour que vos sens soient trompés au point de vivre un instant comme celui-là, dans du virtuel, mais d'être convaincu que c'est réel, il faudrait qu'on ait en quelque sorte dérouté votre équipement physique et quand vous êtes transposé dans un espace complètement maîtrisé où toutes les contraintes du vrai réel, du réel organique n'opèrent plus et où donc vous pouvez, parce que la simulation n'a ni début ni fin, croire que ce moment-ci est réel. Et cet artificiel achevé, ça donne des éléments forts pour mettre en chantier ce que j'appellerais une contre-histoire de la modernité.
on pourrait supposer que, en réalité, le projet de la modernité, c'est cet artificiel achevé. C'est-à-dire que, quelque part dans l'histoire de l'Europe, mais beaucoup cristallisé autour du XVIIIe siècle, des penseurs se sont proposés de libérer l'homme. Et pour libérer l'homme, ils ont construit un individu abstrait, on va l'appeler ego. Ego, c'est l'humain qui a un retour sur lui-même, qui est conscient de lui-même. Et ils ont construit cet individu abstrait, et à un moment donné, il ne sait plus agir, et c'est un individu libéré, hein, évidemment, ego, il ne sait plus agir de libérer l'homme européen ou l'humain européen, mais de construire le lieu idéal d'ego. Et tout l'effort des Lumières pour produire une pensée libératrice à confiner en réalité, à développer de plus en plus ou à nourrir de plus en plus une sorte de fascination pour le synthétique. Et c'est là donc la grande bascule, la grande démission de la pensée européenne, c'est qu'elle a abdiqué le ménagement, qui est la façon que les humains partout sur la Terre ont investi pour essayer de libérer l'homme, ou en tout cas de lui produire des conditions de vie qui sont acceptables, en ne considérant pas qu'il pouvait se décontraindre du réel, pour donc l'Européen inventer l'aménagement. Et l'aménagement, c'est cette position très, très, très contre-intuitive pour n'importe quel autre humain sur la planète, de se dire qu'on peut s'extraire des conditions du naturel et produire artificiellement un lieu de vie où seraient en place des conditions qui garantissent la libération de l'homme. J'ai encore quelques minutes. Donc la modernité va mettre en chantier ce formidable travail dont la conclusion sera un artificiel achevé et va le mettre en chantier à travers une série de séparations. C'est-à-dire que la modernité va identifier toutes les contraintes organiques et vouloir arracher l'homme de ces contraintes organiques-là. Alors ça part toujours de bonnes intentions. Et si ça dérive, en quelque sorte, c'est parce que à chaque fois, il y a une collusion avec le marché. Le capitalisme s'en mêle. Le premier effort de la modernité, c'était de libérer l'homme sur le plan des guerres idéologiques puisque tous les pays européens se faisaient la guerre. Et donc, l'effort de pacifier l'Europe et de construire une paix globale a été un des premiers chantiers de la pensée moderne. Mais une fois que les canons se sont tus, il s'est posé un problème, c'est qu'on s'est demandé à quoi servirait l'industrie s'il n'y avait plus de guerre, puisque c'est la guerre qui nourrissait l'industrie. Et donc à ce moment-là, le penseur européen a théorisé un nouvel ennemi qui est la nature. Donc on pouvait désormais armer l'industrie contre la nature et produire donc cette séparation de l'homme avec la nature qui est le tout premier niveau de la libération de l'homme, pour qu'il échappe complètement à ce qui est incontrôlé. Donc bonne intention au départ, et puis à l'arrivée quelque chose de problématique, y compris pour nous, puisque c'est en quelque sorte par extension du domaine de la nature qu'on s'est senti autorisé à venir en Afrique, nous mettre, nous, en esclavage, puisqu'on nous assimilait à du naturel. Deuxième bonne intention de la modernité, c'est cette idée que la valeur ne devait pas être la propriété de l'État, du pouvoir ou de quelque pouvoir que ce soit, qu'il fallait distribuer la valeur, dans ce qu'on appelle la neutralité axiologique. Cet effort de faire que chaque individu soit propriétaire de sa valeur va aussi rencontrer une collusion avec le monde du capital et va donner donc cette sorte d'individuation en projet, un individualisme beaucoup nourri par les théories modernes, économiques, etc., etc. Donc deux niveaux de séparation, si vous me suivez bien, arrachement de l'homme à la nature et puis arrachement de l'homme au groupe, qui à chaque fois vont produire ce que j'appelle un éthéré, c'est-à-dire qu'à chaque fois que ces séparations se font avec les conditions organiques pour lesquelles l'homme est pensé de façon presque, naturellement, ou est prédestiné à évoluer sans toucher ou retoucher, il se crée une zone un peu mutant sur laquelle je reviendrai parce que j'ai pas le temps là s'il y a des questions. Mais la modernité qu'on croit achevée dans le passé, en réalité, n'a pas fini son projet. Parce que ce que les penseurs modernes avaient théorisé, c'est pas seulement arracher l'homme de la nature, donc le naturalisme, et puis arracher l'homme du groupe pour qu'il se réalise son potentiel en tant qu'individu, donc individualisme, mais il y avait une troisième séparation en projet, qui est la séparation avec le dernier niveau d'organicité qui contraint l'homme,
c'est son corps, donc cette première habitation de l'homme. Et donc, pour que l'humain soit complètement réalisé, pour que ego advienne, il faudrait qu'on soit séparé aussi de notre corps. Sauf que les modernes n'avaient pas le potentiel technologique pour activer cette dernière séparation. Donc, c'est resté seulement pris en charge par des choses comme la littérature, l'art, et qui permettent de mettre en sommeil peut-être le corps et d'élever ce qu'il y a de dernier chez l'humain, l'esprit, etc., etc. Mais avec les technologies dont nous disposons aujourd'hui, la modernité pressent en quelque sorte qu'elle a désormais le potentiel d'achever son projet. Donc, elle devient véloce, et ce que nous vivons aujourd'hui, c'est une espèce de radicalité ou de radicalisation de la modernité. Quand elle sera achevée, je vais conclure, on aura 3 niveaux de séparation qui vont produire autant d'éléments pour un environnement synthétique concret, qui nous permettrait de nous désinscrire du réel pour aller vivre dans un environnement challengeant le réel. Alors, juste pour conclure, quelles pourraient être les implications de cette chose? C'est que, à la faveur donc de ces 3 séparations, ce qu'on ambitionne, en tout cas ce qu'ambitionnent forcément les nouvelles technologies, c'est l'immortalité. C'est-à-dire que on recueille ce qu'il y a de dernier en l'humain, ce qui n'est pas périssable, et que lui vive éternellement. Mais Hannah Arendt nous dit que c'est la condition humaine, donc la mortalité, qui nous fait faire politique. C'est ce que Felwine a dit aussi tout à l'heure. C'est parce que nous voulons laisser quelque chose qui nous survive que nous faisons de l'art, etc., etc. Mais dans des conditions d'une humanité qui serait devenue immortelle, on peut considérer tout à fait raisonnablement qu'il n'y aurait plus du politique, il n'y aurait plus de langue commune. Et donc, pour répondre à la question, qu'est-ce qui reste quand il n'y a plus, quand les choses ne sont plus là? Pour des sociétés de mortels, ben c'est langue commune. Et pour des sociétés d'immortels vers lesquelles nous tendons, je ne sais pas. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Sename. Donc, en fait, je pense que finalement, vous avez tous les 3 tenté de donner une définition, ou en tout cas une thématique qui explique à la fois votre lien avec la ville, mais qui finalement explique aussi ce qu'est, de votre point de vue, la ville. Même si, Sename, tu n'as pas voulu parler de ville, je pense que finalement, c'est aussi une façon de parler de la ville. Carole, pour toi, le mot, la notion que je retiens, c'est la notion d'ancestralité. Pour toi, Ernesto, la question de nécessité. Et pour toi, Sename, la question de la modernité, qui sont tous les 3 en lien finalement avec la ville. Et ça m'amène à ma prochaine question, qui est la relation de la ville avec le temps. La temporalité. Je pense que c'est une question que vous avez aussi évoquée dans cette première réponse, une question qui a été évoquée par Felwine Sarr précédemment. Le temps, la temporalité. La ville, c'est le passé, le présent, le futur, c'est l'instantané ou l'éternité ou l'immortalité. Comme tu l'as dit, Sename, comme l'a dit également Felwine, c'est le temps de la continuité, mais aussi le temps de la ou des ruptures. Donc, qu'est-ce que ça vous évoque, cette question du temps, de la temporalité pour la ville? Pour répondre à ta question, je ne sais pas si je vais vraiment répondre, mais pour moi, il y a différents temps dans la ville. Si je prends le cas de Dakar, par exemple, cette ville, c'est un peu un palimpseste, c'est une succession de strates à travers lesquelles on peut lire son histoire, mais aussi la mémoire commune qu'on a de cette ville. On peut passer d'un espace socio-spatial traditionnel comme un Pench à un immeuble de style international ou à un édifice colonial. Donc, il y a différentes temporalités qui se jouent dans la ville. Et il y a aussi le fait que cette ville, pourquoi est-ce que
elle évolue aussi rapidement, c'est que le temps de croissance et de développement de la ville n'est pas celui de la planification, qui généralement est souvent en retard. Et il y a aussi tu parlais de mon rapport à l'ancestralité, cette temporalité-là aussi, elle réside dans les traditions ou les rites qu'on perpétue. We'll address in connection with the temporality, question of the temporality in the city, to the subject of the provisionalité or provisoire, I mentioned before. But at the same time, the notion of the accumulation, I'm sorry if I need every time to frame the conversation about Cuba, because it's my subject, but I will. Before the economic crisis, many Cubans was accumulating in the house artifacts, objects. My mom was keeping everything in the house. When you It's a kind of accumulation made planning the future. Then there is a kind of a reservoir, a kind of a stock of material that they think, or we think that we will use in the future. Then this accumulation is keeping knowledge, solutions, many ideas. This is not only materials. They are keeping many technical solutions inside these artifacts too. And when you have the economic crisis, or when the crisis arrives, people remember what they have. The image that I showed at the beginning with the fan repair with the phone is a German phone that was in Cuba in the 80s, and this person kept the phone broken under the bed because he understood this object has a field of opportunity and possibility. And this is something that for me is important in connection with the temporality. We are designing cities today that need to be maybe addressing some kind of functionality for the moment, but it's a city that needs to be designed to open opportunity for the people in the future. We can reuse, we can rethink artifacts in other moments. And the idea of the provisional is that I was living with that. I grow with this notion. For me, if you want to sit everywhere, you build the chair in the moment, and this chair will be dissolved after the use. Many objects that Cuban created in the 90s is only a momentary connection between elements to produce some kind of function, but after that, everything will be dissolved and incorporated to the original function that they have in the reality. Then this idea of the provisional provisionality is important to, as a designer, to don't think that we need to every time to produce something that we don't know how to discard later. We can address to the needs in really practical way, pragmatical ways to find solution. And many years ago, I wrote a manifesto of architecture of necessity, and I was talking about this idea of the updating city, about how the family took the control of the production of the city, and the city start growing in the house. Every house start growing in a rhizomatic way, we can say, because they don't want to wait for the urban timing and control of the city by the urbanists. Then this changed everything, because when the death or the newborn or the new marriage and everything decide the form of the city, you have a really complex city that is responding to the needs of the people in the time that they are living in this moment. Sur la question du temps, cette révolution conceptuelle dont j'ai parlé tout à l'heure, qui est purement européenne, celle de l'aménagement, est quelque sorte aride par rapport au ménagement. Le ménagement, c'est l'idée que l'installation humaine doit laisser les choses dans leur être, pour reprendre une expression de Heidegger. Le ménagement, comment dire, et quand votre ambition est de laisser les choses dans leur être, vous développez un appareillage conceptuel beaucoup plus riche. Cela vous oblige à avoir une sorte de système symbolique très fourni pour prendre en charge la complexité que ça suppose d'exister à l'intérieur des contraintes organiques. Alors que si vous décidez juste d'abolir les contraintes organiques, votre appareillage conceptuel se dessèche tout d'un coup parce que vous n'avez plus besoin de mobiliser de la mythologie, de la cosmogonie, du rite, etc., etc. Donc c'est le cas pour la vision du temps dans l'aménagement. La vision du temps est très raide, très rigide.
Et on pense donc le bâtiment pour perdurer à travers le temps ou pour durer jusqu'à un certain moment, et puis pour être remplacé. Mais si on pensait le temps à l'intérieur d'un système qui serait celui du ménagement, tout de suite on serait enrichi de possibilités tout à fait intéressantes. Une est ce dont Félix a parlé tout à l'heure, la teranga, l'idée que la maison n'appartient pas qu'à moi. Partout ailleurs en Afrique, on dit la maison appartient aussi à ceux qu'on n'a pas encore rencontrés. Donc il y a une parenté, une sorte de générosité extraordinaire de la parenté où les non-humains sont accueillis, mais aussi les humains non vivants, ceux qui sont morts ou ceux qui sont à naître. Donc la maison devient une sorte de contrat intergénérationnel entre ceux qui sont là aujourd'hui et ceux qui vont venir, pour que les actes que nous posons aujourd'hui ne mettent pas en crise le destin de ceux qui vont arriver après. C'est la meilleure définition qu'on puisse donner à la notion de durable, de durabilité. Mais elle n'est pas figée dans une sorte de performance temporelle telle qu'elle pourrait être mobilisée en Occident. En Afrique, si on abordait cela par le proverbe, la maison appartient aussi à ceux qu'on n'a pas encore rencontrés, ça nous donnerait plus de souplesse, y compris pour traiter les questions de la permanence, de la durabilité, etc. Ok, merci beaucoup. J'aime beaucoup cette citation. Donc, la maison appartient aussi à ceux qu'on n'a pas encore rencontrés. Et ça m'amène à finalement qui est-ce qui fait la ville, qui fait la ville, qui habite la ville, et du coup à cette relation qu'entretient la ville avec l'autre, avec la notion d'altérité, parce que la ville est habitée par des humains. Dans leur définition élargie, des hommes, des femmes, des enfants, des êtres vivants, des animaux, des plantes. La ville, c'est aussi la question de la communauté, c'est la question de la mondialité, comme le dit Édouard Glissant. Et donc voilà, j'aimerais beaucoup avoir votre avis sur cette question de l'autre, de l'altérité au sein de la ville. Et l'autre pouvant d'ailleurs être, comme l'a dit Sename, celui qui n'est pas encore là. I will do it in the connection with my own practice. I try to work, when I work with the students in Saint Etienne and other places, I say all the time that we need to learn for the others in some way, all the time. And I'm totally sure that other people are doing the things better than us. Then this is something that I open in my own practice all the time. And I'm trying to ask for design to be a practice, design research, we can say, is a more hermetic practice inside design, because these people are doing academic production or in a kind of academic environment. And I'm convinced that the design research need to be the practice to open the conversation with the community, to expand in the voice and to think together and to do things together. Then I'm provoking all the time my students with this idea of the anyone can design, even designers. Because of course, the first part, we recognize that. We know, I think we can be agreed that everybody can design. But even designers is asking to us, designers, to be open to the transformation, for the contamination, of the practice, of the ideas, and to open to all the community and all the different point of view, the conversation. I'm coming from Cuba, but I'm coming from Caribe, and it's a really a contaminated place with many, of course, the Cuban music, we can say, is the maximum expression of this force. But I grow with this necessity to open the conversation, to listen others. And in Cuba, in the last decades, we have many expressions, spontaneous expression of this understanding of the, even better than the government. People was having collective practice there that was marginalized by the government, but just growing between kids. There is in Cuba, in Cuba a big intranet of more than 30,000 of people connected using LAN cables without no connection to internet. You can imagine 30,000 of people connected cable, one house to the other, because some kids, when they was 12, start connecting the computer to game
StarCraft, and this system grow, and they was totally cheap, not cheap, but you don't need to pay. No, there is no economic transaction in the conversation, and these kids that start the program in the 2003. They went to the university, they did career in informatics, they came back to the SNET, and they teach the old people like me how to use the computer. Then was a pedagogical approach too. And this is a communitarian project, totally spontaneous, and of course was eradicated by the government in 2019, but was extended for almost 60 years. Then I grow in this, in my practice, grow in this conversation with the openness to listen other voices and assuming that we are, as a designer, we are not in the top of nothing. You know, we are in the same position like everybody and are creating some protocols, some tools to open the conversation. Yep. I don't know if I'm addressing the question, but. Sur le rôle ou l'apport de l'autre, le problème ou l'avantage de passer après Felwine, c'est qu'il a toujours tout dit avant toi. Donc, comme il l'a rappelé, tout ce qui est clos s'étiole. C'est une règle générale. Et la ville n'échappe pas à cela, quoi que veulent penser ceux qui veulent monter les murs, etc. Rien ne se bâtit sur lui-même, sur la reproduction de ses propres gènes. Un exemple, même si Cheikh Anta Diop nous invite beaucoup à relativiser cet exemple-là, c'est ce qu'on appelle l'architecture soudanaise, qui est montré comme un peu l'exemple type d'une architecture africaine. Il semblerait que ce soit un Marocain, Abou As-Saïli de Cordoue, que le cancan Moussa a ramené dans ses valises de son voyage à la Mecque, qui a, à partir certes d'un potentiel africain, les lancer vers les hauteurs islamiques, etc. Et plus généralement, dans tous les mythes, enfin dans la plupart des mythes de fondation des villages en Afrique, il y a toujours une rencontre de deux personnes. Il y a un autochtone qui sera maître de la terre, avec souvent un étranger, et très souvent l'étranger est à cheval dans le mythe, pour dire qu'il a apporté la civilisation, mais c'est toujours un contrat entre un autochtone et un étranger qui donne naissance à un village. Ok. Je vais juste rebondir sur ce que vient de dire Sénamé. Il dit que la fondation d'un village ou d'une communauté, il y a la rencontre entre un autochtone et un étranger. Et je vais rebondir là-dessus en disant que pour le cas de Dakar, ça a été une rencontre entre un peuple qui est venu chercher refuge sur la presqu'île et qui a rencontré les habitants invisibles de cette presqu'île, ces entités qui étaient là présentes, et ils se sont mis sous la protection de ces entités. Donc quand tu demandais avec qui on partage la ville, on la partage avec nos concitoyens, on la partage avec les étrangers qui la visitent, on la partage avec les animaux, avec tout le vivant, mais on la partage également avec ce monde invisible. Voilà. Ok, merci beaucoup. La ville, c'est aussi une question d'échelle. On construit la ville à partir de nos corps, comme l'a dit Felwine. On la construit à partir de la maison, de nos familles, de nos foyers, de nos quartiers, de l'ensemble de la ville et du reste de la communauté, de l'ensemble du pays, de l'ensemble du monde, du cosmos. Qu'est-ce que ça vous évoque, cette question des échelles associées à la ville ? Donc, comme je disais tout à l'heure, il y a plusieurs strates et plusieurs étapes généralement dans une ville. On va retrouver le cœur historique, mais aussi à partir de ce cœur historique, voir comment la ville s'est développée. Et moi, ce qui m'interpelle en fait, c'est de suivre en fait ce développement. Et je sais pas, enfin, je vois pas vraiment comment répondre complètement à la question, mais
Ce développement, il se fait, comme je disais tout à l'heure, en plusieurs temps. On a déjà parlé de temporalité. Et en partage. C'est un peu compliqué de revenir. En fait, les axes que tu as posés, en fait, sont en lien et se répondent un peu. Donc, on finit par revenir sur les mêmes thématiques, finalement. My answer could be in connection with the scale, with the family production scale, about how they assume in Cuba before the economic crisis we have a really state organization of production. The state was controlling all the production, even the production of bread. Everything was controlled by then. And at the beginning, 1991, this model exploded, and the family took and of course everything changed in this moment. And in the same line, this question about the mundialización and mundialité, for example, in connection with the scale, we can say that this object that we have everywhere, like the monoblock plastic share that inundate the world in the 90s, and it's a share that everybody knows the share will be broken because it's very fragile. And I start following how people in Cuba start correcting the share before the share is broken. And when I found this conversation with this in between people and this share, because the cost of the monoblock share in Cuba is the salary, then the same price, your salary is what you need to pay to buy one monoblock share in Cuba. We can explain that it's totally different to here, that you can see monoblock everywhere. In Cuba was very special, and only one kind of furniture you can address is this one, the monoblock. Then when you have this object, you will try to protect this artifact forever. And people start correcting the design of the chair. Then I understood in this moment that this chair is everywhere, it's a kind of object of mundialización, but the answer that people gave in Chile, in Cuba, and Brazil, that I found later everywhere, is a kind of mundialité. It's a specificity of the local needs, and people are responding to this object in this moment and more small scale, but using this big generic artifact that is a vector. It's everywhere crossing the planet, and people is addressing, following their needs in this specific point. When you need the monoblock share corrected by the people you can find in the street, people repairing cars, or people in the bar, people is in the public space mainly, this kind of artifact. Yeah. Le sujet de l'échelle me donne envie de parler de la fameuse conurbation Lagos-Abidjan. Donc, vous le savez certainement, il y a une ville unique qui est en train de se former sur 4-5 pays d'ici 2030. Donc, on aura très, très certainement sur le golfe de Guinée ce qui sera la plus grande ville du monde. Un objet urbain tout à fait inédit. Il s'agira d'une ville-région, quelque chose qu'on l'humanité n'a jamais encore eu à gérer. Et en réalité, il y aura 5 villes d'à peu près cette taille-là sur le continent africain. Et si ces villes-là se produisaient sur un modèle extraverti, nourri par la fascination de l'Occident, tout de suite, l'Afrique rattraperait le retard relatif qu'il a aujourd'hui sur les problèmes de pollution. Aujourd'hui, je pense qu'on est à 2,5% dans 2,4% dans les productions de gaz à effet de serre. Mais quand ces villes vont émerger, et je vous parle dans 30 ans, on va combler énormément ce retard. Donc, dans quelles conditions ces villes vont apparaître? Est-ce qu'on va réussir à les désintriquer de la grande cité mondiale et développer notre propre horizon urbain? C'est les sujets qui, moi, m'intéressent. Et surtout, la relation de ces villes avec les pays actuels. Parce que l'Afrique a un gros déficit originel, c'est Berlin, Nadia, c'est la conférence, hein, c'est trop de frontières, un continent complètement épars, parcellisé. Moi qui travaille beaucoup avec les jeunes, je vois au Togo, les jeunes, ils n'arrivent pas à penser en dehors des limites du Togo. Quand tu leur dis de faire un projet, ils vont te faire une start-up pour le Togo. Ils ont une contrainte psychologique
qui est physique parce qu'ils savent la difficulté que c'est de passer la frontière pour aller au Ghana, au Bénin. Donc, ils n'arrivent pas à faire exploser le corset colonial et à penser à l'échelle du continent. Or, les problèmes que nous vivons aujourd'hui sont des problèmes qu'il faut régler dans la proximité, certes. Donc, il faut remettre de la petite échelle, mais aussi en développant des grandes infrastructures ambitieuses, des grandes infrastructures panafricaines. Et si on fait exploser les frontières, on pourra s'appuyer sur la géographie du continent pour développer ces infrastructures. Parce qu'on a des cours d'eau, il y a un potentiel géographique qu'on pourrait recouvrer. Aujourd'hui, ce potentiel est disputé à la faveur des frontières entre pays, mais on pourrait le mettre en commun et proposer quelque chose de très, très avant-gardiste. Ok. Merci beaucoup. Pour finir, avant de donner la parole au public, j'aimerais beaucoup qu'on revienne sur la question du rêve, parce que je pense que c'est notre rôle en tant qu'architecte, en tant qu'artiste, en tant qu'écrivain, en tant que nous tous qui sommes là réunis aujourd'hui. Je pense que c'est aussi le rôle de ces discussions et de ce symposium. Comment est-ce qu'on rêve la ville et comment on fait de ce rêve une réalité? Comment est-ce qu'on passe cette frontière, on casse cette frontière entre l'imaginaire et ce qui est ou va devenir? Alors, comment est-ce qu'on rêve la ville? Déjà, qui rêve la ville? Est-ce que tu parles de rêver la ville à l'échelle du citoyen, rêver la ville à l'échelle du politique, des autorités? C'est totalement une autre échelle. Ou rêver la ville de manière plus globale et en se départissant des frontières, comme le disait Salamé tout à l'heure. Donc, ça pose cette question-là de qui. Et moi, je pense que ça, malheureusement, si on veut que les choses puissent se faire et que ce rêve, il se concrétise, il faut que ça passe par le politique et par ceux qui ont le pouvoir de décision, mais en consultation avec tous les acteurs, la société civile, les acteurs du bâti, les architectes, les urbanistes. Il faut que tout le monde puisse travailler en commun et avec une vision pour qu'on puisse arriver à avoir des villes qui soient vivables, confortables et agréables pour tous. Mais je pense que si on rêve, nous, chacun de manière individuelle, ça ne peut pas se concrétiser. Moi, je pense qu'il faut passer du rêve à l'utopie. L'utopie, c'est du rêve que vous avez doté d'éléments de cohérence pour qu'il puisse s'articuler petit à petit vers du concret. Et là-dessus, il faut rappeler que la modernité, c'est une utopie. C'est une utopie qui est concrétisée ou qui est en train de se concrétiser. Et même si c'est problématique, c'est la preuve que c'est possible. Vous auriez dit à des Européens au XVIIe siècle qu'un jour chacun serait propriétaire de sa valeur, ils vous auraient pris pour un fou. Okay. For the moment, I think we need to host the conflict. We need to learn how to host the conflict, to have the difference at the center of the conversation. I'm all the time in the position to push, ask for disobedience, and it's my impulse to ask for open everything, to learn together, to push everything of the disobedience. I know, I think for me it's important still today that we reject the stigma against necessity, because it's very common that we are accepting that the people in need are people that is weak or vulgar if they say what they need. Then I think we need to, in the practice, we need to address that we are needs, we are in needs, we are beings in needs, and we need to be sincere and to express and to confront the needs with sincerity. This is because there is a big stigma
that grow. I can go back to the Spanish poet Góngora, 1601. I don't know how to say in English this word. Very old. I'm talking about 4th century. That the people in need was considered kind of a heretic, but full of faith in some way. At the end of the poem, he say, "It's heretic, but it's full of faith." It's believing in something, the people in need. Then for me, this is the main conversation in my perception, the need at the center of the conversation, the disobedience to open, to alterate the situation, to try to recuperate the human life in some way. No, it's by my expectation. Yeah. Ok, merci beaucoup. Alors, je pense que pour conclure, on a donc le besoin de co-construire finalement, qu'il n'y ait pas que des rêveurs pour faire la ville. Il y a la question de l'utopie, même si finalement, est-ce que l'utopie n'est pas condamnée à ne jamais se réaliser? Est-ce que ça veut dire qu'on n'atteindra jamais la ville ou la cité idéale? La question de je ne sais pas comment on dit en français, disobedience. Également le fait de contester la ville, ceux qui la font et l'habitent. Je pense que c'est une bonne façon de résumer cette discussion. Mais avant ça, j'aimerais donner la parole au public. Je vois qu'il y a déjà beaucoup de mains. En fait, j'aimerais poser une question à Sename. Et je suis intéressé par cette question du transhumanisme, de ton développement, tu vois, sur l'eschatologie techno-capitaliste. Donc, il y a une frange de l'imaginaire de la modernité qui veut déconditionner la condition humaine. Donc, l'arracher de ses contraintes biologiques, naturelles, et articuler un autre rapport à la mort. Heureusement, pour l'instant, ils sont minoritaires. Alors, j'aimerais savoir, est-ce que de ton point de vue, cet imaginaire-là, il a infusé dans nos espaces à nous, dans le continent? Est-ce que tu as observé des rapports au transhumanisme ou à la post-humanité qui relèveraient de notre vision du monde? Ou est-ce que c'est juste limité aux gens de la Silicon Valley qui cryogénisent leur corps et qui sont dans leur délire, pour dire les choses simplement, quoi? Merci Felwine, parce que tu me donnes l'occasion de parler de la ville. C'était quand même la commande. Alors, ce n'est pas important que si ceux qui défendent cette thèse étaient marginaux, en fait. Donc, les problèmes ne sont pas des problèmes de conspiration, c'est des problèmes de dynamique et de logique. La modernité, c'est pas quelqu'un derrière qui l'active, c'est que les choses en sont au point où elle peut enfin s'achever en réalité. C'est la même chose pour le transhumanisme ou toutes les dystopies technologiques, c'est que c'est pas drivé par des humains, c'est drivé par le logiciel du monde qui est un logiciel capitaliste. C'est-à-dire que dans l'ancien capitalisme, celui qui est en train de mourir ou qui est déjà mort, on nous forçait encore à sortir de la maison pour aller travailler. C'était le moyen de nous surveiller et d'exploiter notre force de travail. Donc on voulait que vous passiez le maximum de temps à l'usine, parce qu'à l'usine, on vous exploite et on vous surveille. Dans le capitalisme actuel, celui qui est dominant aujourd'hui, ce capitalisme-là prospère si vous êtes chez vous. On ne vous veut surtout pas dehors. On vous veut chez vous, à la maison, devant un ordinateur ou n'importe quel device, parce que c'est un capitalisme de la donnée. Si vous êtes dehors, vous pourriez être tenté de regarder des arbres, courir après un papillon. C'est du temps perdu pour ce capitalisme-là. Donc il faut que vous soyez chez vous, mais chez vous seul. Il ne faudrait pas qu'il y ait du lien, parce que votre fille qui vient vous parler, c'est de l'argent en moins pour le capitalisme. Donc c'est le capitalisme lui-même qui est à la manœuvre, ce n'est pas des humains, c'est une logique dans laquelle on s'est enferré, qui nous traîne presque par la force vers ce destin-là. Et le transhumanisme, il ne faut pas le voir comme demain l'humain augmenté, c'est-à-dire avec des capteurs dans le corps, des bras robotisés. C'est pas du tout ça, l'humain augmenté. L'humain augmenté, c'est un humain réduit, donc chez lui à la maison, dans son fauteuil. Il est mis en dehors de son corps. Ce n'est pas son corps qui lui dit quand il fait chaud ou qu'il fait froid. C'est des capteurs dans le mur qui ferment les fenêtres et l'ouvrent pour lui.
Même le langage dont tu as parlé tout à l'heure, il n'en a plus besoin, puisque cette donnée parle pour lui. Si je vais à la banque demander un prêt, tout ce que je pourrais dire ne sera pas aussi vrai que ce que le banquier aura pu extraire par mes données. Donc mes données diront mieux que moi. Je n'aurai plus besoin de penser, puisque les algorithmes et les agents, les assistants intelligence artificielle penseront très bien pour moi. Donc l'homme augmenté, c'est un homme réduit à sa portion congrue dans son fauteuil, et ce qui l'augmente en réalité, c'est la ville. C'est la Smart City, qui est une espèce de prothèse qui te permet d'aller prendre des choses qui te viennent par des drones, etc., etc. Et tout l'espace public dans cette dystopie est dégagé pour le calcul, l'algorithme, les drones, etc., etc. Et est-ce que ça se passe en Afrique? Oui. Parce que dans l'ancien capitalisme, le capitalisme industriel, l'Afrique avait réussi à résister. Et on a fait ville en patrimonialisant quand même des façons de faire organiques. On a encore de l'économie du don et du contre-don, etc., etc. Le problème avec le digital, c'est que le digital ressemble beaucoup à nos façons de faire organiques. Donc quand le digital arrive, il se coule dans nos moules traditionnels et nous commençons à faire ce que nous faisions naturellement avant avec du digital. Donc le digital écrase les structures sociales africaines. Je donne un exemple très simple. Avant, si je devais accompagner ma fille à l'hôpital et que je n'ai pas de voiture, il suffit que je sorte dans la rue et que je crie tout le quartier va se battre pour avoir l'honneur de me faire cette course. Pas parce que les gens de mon quartier sont plus humains que les autres, mais c'est juste parce que dans le quartier, on est dans une économie de dons et de contre-dons. Celui qui va me rendre ce service, il sait que je lui serai redevable au centuple, comme tu l'as dit, et qu'il pourra, lui, quand il aura besoin de quelque chose que je peux lui donner, venir me voir. Aujourd'hui, je ne mobilise plus cette technologie-là, qui est la technologie du groupe. Je pense directement à Uber, Gozem, quand tu es au Togo, Yango ici. Et en faisant ça, j'oublie d'actionner une technologie qui pourtant est la meilleure des technologies parce que c'est la seule qui ne s'étiole pas. Tu peux abuser du lien, le lien se renforce. Mais si tu abuses de n'importe quel autre outil auxiliaire, à un moment donné, il se fatigue. Donc ça commence en Afrique, mais de façon insidieuse et par le moyen qui est que les nouvelles technologies du digital sont très africaines en réalité. Merci pour cette conversation passionnante. J'avais une question finalement assez naïve dans le sens où, face à la dépossession totale des espaces, c'est-à-dire que reste-t-il des lieux qui ne sont plus, et même le lieu le plus intime qui est le lieu du corps, quand il n'est plus, quand on est dépossédé, quelle forme finalement de résistance on peut observer? Donc je pose la question à vous trois les intervenants. Est-ce que vous observez face à tout ce que vous venez de peindre comme toile certaines formes de résistance et quelles seraient ces formes-là? Alors je pense que oui, il existe des formes de résistance et je pense que la première forme de résistance, c'est la transmission. Si je prends l'exemple de la communauté Lébou, ils ont réussi à, même si ça a tendance à disparaître petit à petit, mais ils ont réussi à conserver leur culture et leurs rites, et ça impacte leur relation à la ville. Par exemple, des arbres qui sont considérés comme sacrés ont peu de chances d'être coupés, même des plages qui sont considérées comme sacrées normalement ne devraient pas être investies, même si c'est de moins en moins le cas. Mais du coup, ces formes socio-spatiales traditionnelles, Féline parlait de matrice originelle, elles tentent à résister, même si elles sont de plus en plus mangées par la ville. Donc pour moi, ce qui est important, c'est la transmission et la sensibilisation aussi. I think I totally agree what you say, and I think maybe I can add that the one form of resistance that we are trying to evocate is the rejecting, for example, the terminology coming from out to name our practice and our production, for example.
and all the time confronting resilience. It's a term that everybody uses today, and I think when I listen Macron clapping people because they are resilient, for me, we are accepting that we are adapting to the condition that they create for us. Then I never use resilient. But I learned to reject words coming from different places. For example, I reject installation because in Cuba we are uninstalling everything. Then I try to reject in the base of the language terminology applied to our practice because automatically we'll be put inside some kind of frames. And the language, the way to invent new words, the way to explore new ways to call our practice is important. I think it's important to naming things. It's important to have our own names. And for me, this is I'm persistent with that all the time. Persistent with my own practice is the minimum that I can do, and trying to transmit to others. This not only to confront him, to have the conversation, because I don't want to impose anything, but just to confront, to provoke the conversation about that. It's a second connection with what you say. Is a connection. Bonjour. Alors, merci beaucoup pour toutes ces conversations-là, pour être là, à nous aider à avoir plus de compréhension et naviguer le monde d'une façon plus mindful. Nous avons parlé d'hospitalité cosmopolite, de la transmission du patrimoine, du développement de la panafricanité et l'explosion du corset colonial. C'est des thématiques qui me parlent beaucoup en tant que nord-africaine, qui questionne souvent sa légitimité globale, africaine et globale en général. Et ma question est, en tant que jeune africaine, quelles sont les initiatives que pourraient entreprendre les jeunes africains, surtout le continent, pour concrétiser ces idées-là? Et Monsieur Felwine Sarr nous invite à habiter notre corps. Comment insérer ces idéologies-là dans notre corps, notre esprit, dans notre façon de naviguer nos vies et nos villes, qu'on soit jeune architecte, qu'on soit jeune chercheur, linguiste, étudiant, élève ou bien lycéen. Tout ce dont on parle nous permet d'ouvrir notre pensée et être plus mindful et être plus conscient, et ça permet d'avoir une conscience collective. Mais quelles sont les choses qu'on peut faire au quotidien, concrètement? Quelles sont les choses qui vous ont aidé, vous, à vous retrouver dans ces pratiques-là? Vous parlez de transmission. J'estime que je ne suis pas arrivée à un point, je peux transmettre beaucoup de choses, mais je veux absorber beaucoup. Et parfois, les personnes qui ont avancé dans ce parcours-là ont pu unlock des outils. Et quels sont les outils qui vous ont permis d'arriver à ce point-là, d'avoir une idée claire de ce que vous voulez transmettre, ou bien de la vision de vos recherches? Voilà. Sename parlait tout à l'heure de l'individualisme et du fait que la modernité essaye de diluer les liens et d'éviter qu'on se parle, qu'on discute, voilà. Donc je pense que ça passe d'abord par, et Felwine en a parlé, par faire communauté. Donc discuter, échanger, confronter les réflexions, aller vers ceux qui ont fait ce travail avant nous, parce qu'on n'a généralement jamais rien inventé. Donc aller vers ceux qui ont déjà fait le travail, archiver, documenter. Voilà. Moi, ma démarche de recherche, en tout cas, elle va dans ce sens-là. In my case, I'm trying to push, for example, the tools that I'm using, taking many tools coming from out all the time for other field, other practice, because I think it's more rich and will help you to elaborate new questions to the subject that you have. Then, for example, in my case, I'm doing a big project about repair in Cuba, about how people are creating spare parts to repair artifacts. But when I try to have a conversation with people in Cuba about repair, many of them don't want to talk, because
this is our life, everyday life. It's difficult to bring in this moment to talk about repair as something that you can elaborate more when you are every day you can imagine people crossing the city finding a piece for repair something, blender, kitchen, something like that. And I'm using theater of marionette, for example, and I did an archive, big archive of spare parts that I collect in the city, and I produce 80 puppets, 80 puppets, and I add the spare parts in the hand of every puppet, and I wrote a piece to have this conversation with people, and then I'm trying to push my own my own body out of my knowledge and my practice, the control that I have, some kind of skills to expand the conversation. Then automatically I need to go to Augusto Boal and Théâtre de l'Opprimé. I need to learn theater, to produce something with theater. Then I tried to explore in different tools coming from different fields. I did something about factography in Documenta 2 years ago, and it's a very old tool created for the Soviets in the 20s. It's a 100 years old tool. It's a community like us here, documenting what we are doing every day and putting all this information in the wall without any subjectivity. I'm just collecting together, and we have a collective hermeneutic. It's a tool, for example. I did it with a student. We produce a magazine for Documenta 2 in this moment. Then I'm trying to explore different tools that push our body out of the comfort of the academic environment and the practice. Moi, si j'avais un outil à recommander ou un secret, ce serait la poésie. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Assalamu alaikum. Bonjour à tous et à toutes. Je m'excuse d'abord de prendre la parole et d'être venu par infraction, je dis bien, à ce symposium-là. Je n'ai pas reçu de carte d'invitation. C'est pas extraordinaire. Ce matin, j'ai écouté la RFM et Sud FM, des radios locales que j'ai entendu M. Felunsa, le professeur, parler de ce symposium. Donc je me suis dit, je ne peux m'empêcher de venir au moins participer à ce symposium-là. D'autant plus que je m'appelle d'abord Abdourahmane Nia, je suis aménagiste de formation et inspecteur du cadastre. Pendant 30 ans, je suis dans la gestion foncière, qui est le socle de l'aménagement de nos villes, une bonne maîtrise. J'ai effectivement à réfléchir beaucoup. Étant de culture urbaine, étant né ici à l'hôpital principal, à 500 mètres d'ici, et ayant grandi dans des quartiers planifiés, où on voit des bougainvilliers. Mais au moment où je vous parle, après 32 ans dans l'administration, je suis encore quelques 2 employés à la retraite, j'ai le cœur meurtri de voir comment nos villes sont défigurées, complètement défigurées. Au moment où nos prédécesseurs avaient pris toutes les dispositions, nous, on est en train de tout saquer. Ce n'est pas pour rien que les nouvelles autorités qui ont pris ce pays, que je les aide, ont mis le focus sur le foncier, sur tout ce qui s'est passé par rapport à ça. Et ça ne peut marcher qu'avec l'aide de tout un chacun. Donc, je dirais que il faut réaliser aussi quelquefois, face au rouleau compresseur de la démographie, des urgences économiques, sociales, est-ce qu'on pourra résoudre ces problèmes de ville dans des séminaires, dans des forats, dans des rencontres? Ensuite, chacun va de son côté, sans un engagement résolu et sincère des gouvernements. On en a vu tellement. Les idées, ça foisonne. Ça foisonne. On en a vu de toutes les couleurs. On vit dans un monde, comme on dit, village planétaire, globalisé, où ce qui se passe ici à Rio de Janeiro peut se passer demain. Ce qui se passe ici peut se passer à Rio de Janeiro, à Damas, à Téhéran, partout où vous voulez. Donc je me demande la solution. C'est quoi en fait? Je donne un exemple concret. Et j'en profite même pour dire à ceux qui sont là, je pourrais les inviter, une dizaine d'entre vous, de venir déjeuner, dès demain, après-demain, on va à la fête, dans une maison qui est en face du centre culturel français. Une maison qui a gardé l'architecture coloniale. Et une maison africaine de surcroît, avec une certaine centralité, avec une disposition des chambres, avec une cour, avec un jardin, avec des toilettes qui appartiennent à tous les habitants de la ville. Malgré la pression
l'aîné de la famille est encore vivant. Il me dit, monsieur Niang, regardez toutes les maisons qui sont là, et avec la même architecture, la même configuration. Mais ils ont tous vendu leurs maisons. C'est des immeubles maintenant, c'est du béton. On ne voit même pas les circuits. Heureusement, eux, ils ont le gâteau tubaab, je ne sais pas comment ça s'appelle en français, un arbre. Hein? Voilà, le bananier, qui existe encore avec quelques architectures, disons, quelques vestiges. Mais la pression fait de sorte que les descendants, les fils, les petits-fils sont là, disent qu'est-ce qu'on attend pour vendre la maison? En plus que nos voisins immédiats, ils ont vendu les maisons, ils ont construit des R+5, R+10, quelquefois sans parking. Une erreur monumentale actuellement. Vous voyez comment la circulation à Dakar se passe. Je ne vais pas monopoliser la parole, c'est vraiment mes soucis par rapport à ça. Et je m'excuse une fois de plus d'être venu par infraction, parce que c'est des sujets qui me tiennent droit au cœur. Quelqu'un parle du littoral. Je fais partie d'un ardent défenseur de la protection du littoral. On a effectivement à nous montrer le processus. Comment nos côtes étaient bien. Comment on n'osait même pas construire sur le littoral en respectant le domaine public maritime. Mais entre-temps, qu'est-ce qui s'est passé? Cette boulimie. Le fait qu'actuellement, il y a un écran entre nous et la mer. Je me suis engagé par rapport à ça et cela même a failli me coûter mon poste. On a voulu m'affecter à 700 km de Dakar, à Kédougou, où là, il n'y a pas la mer. On va dire non, ceux qui veulent la mer, là, ça, c'est des affaires de Toubab, de Blancs, ceux qui aiment ça. Alors qu'on oublie, nous sommes tous des êtres humains. Je disais souvent, quand j'ai quitté mon bureau et que je passais par la corniche, même si tu es stressé, quand tu vois cette vaste étendue d'eau bleue, ça fait carrément. Malheureusement, des gens qui n'ont rien compris de la vie sont rapprochés. Des égoïsmes purement personnels et qui vont tout laisser sur terre ici et partir. Je vous remercie. Est-ce que quelqu'un veut rebondir, même si ce n'était pas une question en soi? Non? Ok. Prochaine question. Ce sera la dernière question. Cher enseignant et chercheur à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, je vais avoir une question couplée pour Senamé et Carole et rebondir un peu sur la leçon inaugurale de Félix qui parlait de l'usage symbolique de la ville, espace configuré pour la nécessité de l'habitat. Et j'interroge notre urbanité, habitabilité par rapport à l'espace, et surtout si on revient à Dakar. Je pense que l'usage de la ville n'est pas seulement matériel. La ville aussi est mise dans un processus de transaction. Et dans sa transaction, on peut perdre sa culture, raison pour laquelle des travaux récents de Rachel Petrocelli parlent plutôt de transactions culturelles à Dakar entre 1904 et 1944. Donc, si j'interroge en fait la grande problématique de ce panel, que reste-t-il de ce qui n'est plus? Donc, dans la grande transformation urbaine de Dakar, c'est une question qui m'anime. Qu'est-ce qui nous reste, en fait, en dehors du matériel, bien évidemment? Merci, Carole. Comme j'ai dit, j'en ai parlé tout à l'heure, même si c'est même le patrimoine immatériel est menacé, il est toujours là en fait, il existe. Il y a des poches de résistance dans différentes communautés et pas que la communauté dont je parlais tout à l'heure. Je pense que ce que j'ai dit sur les Lébous est valable pour les Sérères, est valable pour les Diola, enfin pour toutes les communautés hors du Sénégal. Ces matrices originelles dont parlait Féline, elles sont là, elles existent. Et il faut les renforcer en fait. Il faut les renforcer et essayer de les préserver avant qu'elles ne disparaissent totalement. Je serais bien en peine de dire ce qui reste, mais c'est là. Dakar a lieu. Dakar n'est pas nulle part. Et malgré peut-être le cadre de vie que vous trouvez complètement problématique, il y a d'autres choses. Hein. Donc, c'est la dernière fois que je vais revenir à Félouine.
qui font ville. Il y a une façon, il y a un langage, il y a une façon d'accueillir. Donc, il faut peut-être déplacer la radicalité que vous n'arrivez pas à mobiliser aujourd'hui dans la production de cadres de vie, dans peut-être d'autres dispositifs qui font Dakar en attendant d'avoir les ressorts pour agir aussi sur le cadre de vie. Mais ce qui reste est là. You want to say? No? Okay. So, merci. Pour conclure et essayer de répondre à cette question de qu'est-ce qui fait la ville et qu'est-ce qui reste de ce qui n'est plus, juste quelques mots que j'ai notés de cette discussion liés